Le 3 novembre dernier, la Fondation France Liberté remettait à Paris les prix Daniel Mitterrand, mettant en lumière les combats pour un monde plus juste, plus humaniste et plus solidaire. Parmi les lauréats, le peuple Krenak, ce peuple autochtone du Brésil, victime en 2015 d'un drame humain et environnemental. Leur prix leur a été décerné par Anne Suarez et Olivier Rabourdin, les deux comédiens à l'affiche de la série Guyane, dont la diffusion de la saison 2 s'est achevée le mois dernier sur Canal+. Anne Suarez, bonjour. Bonjour. Avec Olivier Rabourdin, vous êtes les parrains de la campagne Justice for Krenak. Alors pourquoi avoir accepté ce parrainage? Cela allait de soi après Guyane? Oui, parce qu'il se trouve que, en fait, sur le tournage de la deuxième saison de Guyane, on a rencontré cette année beaucoup de représentants des peuples autochtones guyanais, dont certains jouaient avec nous d'ailleurs, et qui se trouvent être des grands militants pour la cause des droits des peuples autochtones, Christophe Yanou-Anapierre et puis Aloysie Tchouka. Et comme on était en plein pendant le début de la concertation pour ou contre Montagne d'Or, en fait, on a pris connaissance de ce que c'était que l'extractivisme. Et en fait, on s'est mobilisé déjà Olivier et moi, et puis d'ailleurs une grande partie de l'équipe en fait, contre ce projet. Ce qui fait que en fait, on a été contacté par France Liberté ensuite, et que ça nous semblait évident de soutenir l'appel de Giovanni Krenak et d'essayer de le faire entendre le plus possible, parce que ils vivent exactement les conséquences des problèmes liés à l'extractivisme. Alors, au Brésil, la vie du peuple Krenak a été dévastée depuis la rupture de ce barrage de déchets miniers en 2015, mettant à mal toute la vallée du Rio Doce. Depuis, les Krenak se battent pour obtenir réparation et pour que leurs droits soient respectés. Alors aujourd'hui, quel est leur quotidien? Alors il y a deux choses très marquantes qui font que leur vie a complètement changé, entre autres. Donc évidemment, ce fleuve est complètement devenu impropre à toute utilisation et consommation, et donc ce qui fait qu'ils sont devenus complètement dépendants en eau. Par exemple, ils n'ont plus d'accès à l'eau. L'eau leur donnait leurs moyens de subsistance, évidemment, à la fois par la pêche, l'utilisation des plantes qu'il y avait dans le fleuve, l'eau pour l'agriculture, pour boire, etc. Ils sont devenus totalement dépendants en fait de l'aide extérieure en eau, et pas que en eau d'ailleurs, et ce sont des ressources en plus extérieures qui ne correspondent pas à leurs besoins particuliers, et parce qu'en plus les Krenak ont, comme beaucoup de peuples autochtones, mais un rapport très très fort à leur environnement. Et ce qu'expliquait Giovanni très bien, c'était que là pour eux, la mort de ce fleuve, le fait qu'il soit totalement pollué, c'était comme s'ils avaient réellement perdu un membre de leur famille, parce qu'ils ont une spiritualité et un culte en fait, et une manière de vivre qui est totalement fondée autour du fleuve, et qu'aujourd'hui ils ne peuvent que le regarder couler à leurs pieds en fait, sans plus du tout pouvoir avoir de rapport avec lui, et c'est vraiment comme s'ils avaient perdu quelqu'un de leur famille. C'est comme ça que Giovanni en parle en fait. Donc c'est une espèce de désarroi et de subsistance et d'identité en fait aujourd'hui chez eux. Oui, dans leur relation avec le fleuve, il y a vraiment une dimension environnementale et humaine très forte. Très très forte. Il y a un truc culturel qui est très fort. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui fonde leur identité profondément. Et là, Giovanni racontait que son peuple se sentait affaibli, lui-même se sentait affaibli, parce qu'ils peuvent plus du tout, en fait, avoir la communication qu'ils ont l'habitude d'avoir avec le fleuve, qui est une chose quotidienne, en fait. Vraiment, c'est vraiment une manière de vivre avec le fleuve, pas du tout uniquement en s'en servant, en fait. Au Brésil, les responsables locaux continuent de parler d'accidents au sujet de la rupture du barrage. Les associations, elles, évoquent un crime, vous l'avez vous-même rappelé. En quoi y a-t-il eu crime? Là, on parle très très clairement de crime et pas du tout de catastrophe, parce que en fait, il a été démontré, prouvé qu'il y a des études qui ont été portées à la connaissance de la multinationale Samarco qui démontraient les failles des barrages de rétention des eaux polluées. Donc c'est-à-dire qu'ils ont eu connaissance des fragilités de leur système de stockage de déchets en fait, et que rien n'a été fait pour consolider les digues ou pour retravailler ces déchets, pour en faire quelque chose. Donc c'est d'une manière consciente en fait que cette entreprise a laissé les choses se faire, en prenant le risque qu'il se passe ce qui s'est passé, pour savoir la mort de gens et une vie condamnée pour les 600 km de fleuve dans lesquels les boues se sont déversées. On estime que c'est un crime puisqu'ils avaient connaissance du danger potentiel, en fait, et qu'ils ont laissé faire. Alors avec Olivier Rabourdin, vous avez signé une tribune dans le journal Le Monde où vous appelez à la solidarité de la communauté internationale. Que peut-elle faire?
Alors, en fait, c'est d'ailleurs une demande de Giovanni Krenak lui-même. C'est vraiment c'est pour ça qu'il était en France, à Genève. Il y avait des gens de sa famille qui étaient à Londres aussi. C'est une recherche de soutien international. Et en fait, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils se sentiront moins isolés de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à leur combat. Ensuite, c'est évidemment pour eux une possibilité, en étant au Brésil, de dire regardez, il y a eu tel article de journaux, tant de signatures, tant de parutions de gens qui parlent de notre combat. C'est pas la communauté internationale entre guillemets vous regarde, enfin a un œil dessus. Et puis concrètement aussi, c'est que je pense que plus on va parler d'eux, plus ils vont exister d'une manière internationale dans l'histoire, plus ils vont être protégés. C'est-à-dire que peut-être potentiellement moins cette multinationale pourra continuer à faire des dégâts et voire à les malmener plus que ça. Et donc le fait que la communauté internationale soit au courant de leur existence, ça les protège aussi d'une certaine manière. Alors l'élection de Jair Bolsonaro à la tête du Brésil, est-ce qu'elle fait peser une menace sur les peuples autochtones ? Ouais, alors je crois que c'est assez terrifiant. Enfin, pour le coup, Giovanni Krenak était à Paris quand il y a eu les deuxièmes tours des élections et c'était tout à fait tangible de voir l'angoisse que ça lui a procuré. Donc ça nous procure à tous, mais enfin lui il est vraiment en première ligne parce que il est tout à fait conscient du fait que Bolsonaro et ses équipes probablement n'auront qu'une volonté, c'est-à-dire de les mettre au pas et absolument aucune volonté d'écouter leurs revendications et encore moins de faire respecter des droits qui sont les droits des peuples autochtones qui sont marqués dans la Constitution au Brésil. Mais qu'après il faut faire appliquer et qu'il faut faire respecter. Et c'est évident que Bolsonaro, là, ça va pas du tout être son sujet. Et donc c'est des populations qui sont mises encore en très très grande précarité, fragilité en fait. Et donc ça, bien sûr, il en a tout à fait conscience et nous aussi. Et c'est peut-être en ça que de se dire qu'il y a des gens à l'international qui soutiennent ce combat et qui sont au courant, ça peut être une manière de les protéger un petit peu. Défendre le peuple Krenak, c'est nous défendre nous-mêmes, c'est ce qu'Anne Suarez et Olivier Rabondin soulignent dans leur tribune. Pour eux, ce combat est symptomatique des dérives et des dangers que court la planète. On retrouve Anne Suarez la semaine prochaine pour parler de la Guyane et du projet Montagne d'Or. Monde solidaire à retrouver sur ecolodio.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre.